Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Ailleurs dans le monde. Au Kenya, quelques 22,1 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes le 9 août pour désigner le successeur du président Uhuru Kenyatta, ainsi que les gouverneurs parlementaires et élus locaux. Selon la commission électorale indépendante, William Ruto a remporté l'élection présidentielle avec 50,49% des voix contre 48,86% pour Raila Odinga. Mais à peine annoncés, les résultats sont déjà contestés. Le clan de Raila Odinga va déposer un recours devant la Cour suprême pour tenter de faire annuler la victoire de William Ruto. Moteur économique, le Kenya demeure une figure démocratique dans la région, malgré une histoire marquée par des violences post-électorales. Alors quel sera l'avenir politique du Kenya? Quels sont les défis du nouveau président? Pour en parler, je reçois Steven Guessant, analyste politique et directeur de l'Institut stratégique d'Abidjan. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Et nous recevons aussi aujourd'hui Eddy Guipier, analyste politique, enseignant-chercheur à l'université de Korogo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Mathilde. Alors, monsieur, le Kenya est un point d'ancrage démocratique dans une région est-africaine troublée et aussi la locomotive démocratique de la région. Quels étaient les enjeux de cette élection présidentielle ? Bon, les enjeux de cette présidentielle sont qu'il fallait justement avoir une alternance au niveau démocratique, étant donné que le président Uhuru Kenyatta était à son deuxième et dernier mandat. Donc il s'agissait de savoir qui allait être le nouveau président du Kenya, qui allait être le nouveau locataire de la State House, qui allait être le nouveau chef de ce pays qui, comme vous l'avez dit, a un rôle majeur en tant qu'acteur hégémonique dans cette région de l'Afrique orientale. Et donc, voilà tous les enjeux qui consacrent, on va dire, cette élection, de savoir quel acteur allait prendre le dessus. S'agirait-il du vieux briscard de la politique kenyane qui est Raila Odinga ou du jeune loup qui est William Ruto? Donc, la question des enjeux est à ce niveau. À la suite, je pourrais avancer, c'était un peu la lutte, appelons ça comme ça, la lutte des classes entre les dynasties kenyanes, incarnées par Uhuru et Raila Odinga, et puis le fils du quartier pauvre, Ruto, qui essaie de bousculer l'ordre de la dynastie kenyane. Donc, voir si la dynastie kenyane allait continuer de diriger le Kenya, ou alors si cet ordre-là allait être bousculé par celui qui vient de nulle part, William Ruto. Alors justement, présentons les deux candidats. Raila Odinga, 77 ans, le vétéran, vous l'avez dit, l'opposant historique. Candidat malheureux déjà en 97, en 2007, en 2013 et 2017 et visiblement aussi en 2022. Que peut-on dire de lui et de sa campagne électorale? Alors on peut dire quand même que Raila Odinga, c'est la constante, c'est la détermination. Sauf accusations qui ont été portées au début des années 90 où il était incarcéré plus de 9 ans. Il n'a jamais essayé d'attenter à la sûreté de l'État kényan. Il est resté constant dans son projet politique, même s'il appartient à une grande famille kenyane qui est celle de Oginga Odinga, qui est son père, qui a été vice-président du Kenya, premier même vice-président du Kenya, aux côtés de Jomo Kenyatta. Il ne s'est pas départi de cette contestation. Raila Odinga est quand même aussi, on peut le signifier, le père, entre guillemets, de la démocratie kenyane, parce qu'il a été le premier à questionner la gouvernance de Daniel Arap Moi. Et aujourd'hui, cette défaite, présumée, est celle d'un homme qui a été constant dans la politique kenyane, qui a 77 ans, qui n'est plus jeune, certes, qui a fait de la politique depuis très longtemps, mais qui assume sa position et qui est resté comme tel. Les Kenyans le surnomment Agwambo, c'est-à-dire le mystérieux. Il a rallié, vous avez vous-même vu le soutien de Kenyatta fils, de Uhuru Kenyatta, et il estime justement surprenant, puisque tout le monde convenait à dire, bien entendu, ses détracteurs disaient qu'il s'était quand même rallié, que finalement le candidat était devenu celui de l'establishment, mais il a signifié, somme toute assez récemment, que ce n'est pas lui qui a changé de position, mais que ce sont les autres qui se sont ralliés à lui. Apparemment, ça n'a pas joué en sa faveur, puisque tous ces déterminants n'ont pas pu concourir à lui donner une victoire claire et nette. Et face à lui, à 55 ans, l'ambitieux William Ruto, qui a été déclaré donc lundi vainqueur de la présidentielle au Kenya, à la tête d'une des plus grandes fortunes du Kenya. Il s'est proclamé le hustler in chief, c'est-à-dire le débrouillard en chef, le self-made man, l'homme qui s'est fait tout seul, nous dit-il. Que faut-il aussi retenir de ce personnage et de sa campagne? On était de William Ruto qu'il aurait eu sa première tenue complète à l'âge de 15 ans.
Il aurait débuté l'école primaire pieds nus, pratiquement avec des tenues qu'on imagine, qui commence sa carrière politique véritablement au début des années 90 avec le président Arap Moi. En 2006, il devient le fer de lance de la candidature de Odinga, du candidat Odinga, suite aux crises post-électorales et à la poursuite de la CPI. Lui et Ourou font le mariage de raison, de sorte à gagner et éloigner la peine de la CPI. Nous sommes en 2013. Sitôt la CPI est éloignée, les deux postures se séparent en 2022 pour la campagne. Donc il est assez jeune, mais il a au moins derrière lui 30 ans de pratique politique. Il a aussi derrière lui, si on suit son CV, un vrai calculateur politique qui sait où se mettre quand il faut, qui sait éviter certains coups qui sont forts, qui sait aussi profiter du kairos, comme il vient de le faire, en attendant le résultat définitif de la Cour suprême. Mais certains parlaient un peu de démagogie, de ce côté, justement, finalement, la dynastie contre moi, l'ancien éleveur de poulets qui me retrouve aussi haut dans la société. Bon, les faits sont têtus. Il avait en face de lui les deux grandes familles du Kenya, lui qui sort de nulle part, même si aujourd'hui il a pu se hisser jusqu'à un certain niveau, mais bon, 50 ans c'est récent, les gens se rappellent encore de son parcours. Le discours, il a payé. Le Kenya d'abord, c'est moi le fils des quartiers pauvres, le fils de la populace face aux grandes familles. Et apparemment, ce discours l'a payé. Oui. Alors maintenant, en concernant les résultats, déjà, selon la commission électorale indépendante, William Ruto a remporté l'élection, mais 4 de ses commissaires ont fait dissidence et désavoué les résultats en dénonçant un processus opaque. Monsieur, que s'est-il passé dans les coulisses de la commission électorale kenyane? Parce qu'on a vu des images, images surréalistes. Peu honorantes, comme il peut en arriver souvent. Oui. Dans les précontentieux électoraux africains, dans les commissions censées être indépendantes, mais en fait ce sont des commissions multipartisanes, puisqu'elles sont tributaires de tous les partis qui y envoient des représentants. Et bien entendu, des représentants ou des personnes proches d'Odinga ont estimé que les résultats n'étaient pas conformes à la réalité électorale, et il y a eu ce qu'on a vu. Ça laisse craindre ce qu'on a déjà connu en 2007-2008, une crise post-électorale. Le terme même nous a été prêté, l'épithète nous a été prêtée par les Kenyans, même s'il faut montrer que Odinga, cette fois-ci, en a appelé au calme et a estimé qu'il était de son rôle de suivre, on va dire, les procédures légales de contestation électorale, c'est-à-dire rester devant la juridiction suprême, la Cour suprême, pour contester les résultats. Mais justement, Odinga donc persiste et signe avec ces contestations, et on a appris que les élus de sa coalition ont approuvé le dépôt donc du recours devant la Cour suprême pour tenter de faire annuler la victoire de William Ruto. Et au même moment, William Ruto, lui, présentait ses priorités dans son futur gouvernement devant les élus de sa coalition, comme si de rien n'était. C'est quoi la suite? C'est procédure judiciaire? Il fallait plus ou moins s'y attendre. Raila Odinga ne s'attendait pas à une telle défaite. Et puis quand même, la distance entre les deux candidats n'est pas si grande que ça. À côté de cela, vu le comportement des dignitaires de la commission électorale, c'est une porte ouverte pour lui de saisir la Cour suprême. Oui. N'empêche que les deux candidats ont décidé cette fois-ci de ne recourir que devant les institutions légales du pays. C'est une bonne chose. Ça veut dire que la rue ne suffira probablement pas à attendre comme cela a été le cas en 2007 et 2008. Ceci dit, la plainte sera déposée. Il lui reste maintenant 5 jours, je crois. Oui, je dois faire ça avant lundi. Voilà. Donc, parce qu'un des arguments majeurs qui a été avancé, c'est que quand les différents ratios sont calculés, cela donne un peu plus de 100%. Que 0,01% par rapport à la population électorale, cela fait autour de 12 000 personnes, donc ce n'est pas rien. Donc on va voir ce que la Cour suprême, au regard des preuves dont elle va disposer, va donner comme résultat. Mais c'était une excellente chose que les 2-3 premiers jours se soient passés sans violence majeure et que les deux candidats aient décidé de ne recourir qu'aux instances. Mais il y a déjà eu des heurts parce que justement l'histoire du Kenya sur le plan politique est assez complexe. Depuis 2002, toutes les élections ont été contestées. Aucune n'a été validée. Et en plus, la Cour suprême a déjà annulé une élection. Donc à quoi doit-on s'attendre là pour la suite? Tout à fait. La Cour suprême a déjà annulé des élections. Elle a estimé justement que les prétentions des candidats étaient fondées et qu'il n'y avait pas, selon ses dires, si mes souvenirs sont bons, de scrutin.
voilà, libre, transparent, etc., selon la litanie officielle qu'on connaît. L'histoire politique du Kenya, c'est une histoire, comme on le disait tantôt, qui est une histoire intime, c'est une histoire de famille. Tous les acteurs se connaissent. Agwambo, comme on l'appelle aussi Baba, connaît très bien Ruto, qui a participé avec lui au sein de la coalition Orange, qui a été son colistier. Et comme le disait Sylvain tout à l'heure, les deux ennemis se sont mis ensemble pour un mariage de raison et se sont retrouvés eux-mêmes attaqués par la CPI, convoqués devant la CPI, etc. Donc c'est une histoire intime, tous les acteurs se connaissent, les enjeux sont énormes. Le contrôle d'un pays stratégique en Afrique orientale, le contrôle du plus grand port qui est le port de Mombasa sur l'océan Atlantique l'océan Indien après celui de Durban. Donc les enjeux sont énormes et vous voyez l'intimité des personnages, le fait que ces personnages se connaissent fait que paradoxalement les revendications et les violences sont encore plus grandes et encore plus à craindre. Ajoutez à cela des variables ethniques qui, heureusement, n'ont pas encore joué, puisque Ruto appartient à la grande coalition de ce qu'on appelle les Kamatusa, Kalenjin, qui est son groupe ethnique, les Maasai, les Turkana et consorts, et sont opposés pour une première fois dans une sorte de face-à-face avec les Luo, d'Odinga. Donc il y a aussi ces variables ethniques qui, superposées aux variables des classes sociales défavorisées, etc., peuvent entraîner une sorte de cocktail Molotov dans la région. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu encore beaucoup de dégâts au niveau matériel en termes de manifestations, mais il y a quand même eu, à Nairobi, on a vu des endroits ciblés avec des images qu'on l'on regrette généralement. Tant que tout cela n'est pas piloté dans une antichambre, généralement, ça ne va pas aussi loin que cela. Avec le statut de Rome ratifié en 2005 et les poursuites des deux qui ont dirigé la maison State House. Je pense que les prémices sont déjà là pour ne pas qu'un leader politique puisse s'approprier ou travailler dans l'ombre, de sorte que la violence aille au-delà. C'est vrai que les militants passionnés, ceux qui étaient sûrs de leur victoire, qui ont perdu, peuvent se donner, comme on s'adonnait à ce qu'on voit un peu, les réalités communautaires. Mais si ce n'est pas récupéré vraiment dans l'ombre par des hommes pilotés, ça ne peut pas aller loin que cela. Or, l'histoire du Kenya, c'est assez récent. Uhuru et Ruto, William convoqués par la CPI, une enquête qui n'est pas allée assez loin, mais c'est vivace dans les esprits des gens. Donc je pense que ça... C'est un garde-fou, ça va les calmer. Ça va susciter une sorte de censure pour ne pas que le pays puisse arriver. J'espère bien. Mais par contre, ce qui est assez paradoxal avec le Kenya, c'est que ce pays a connu plusieurs phases de violence post-électorale, mais on nous dit toujours que ça reste la figure démocratique de la région. Comment c'est quoi? C'est parce qu'on compare ces pays voisins? Oui, quand on compare à l'Ouganda de Yoweri Museveni, qui est au pouvoir depuis 1986, même si c'est vrai que la Tanzanie quand même a fait beaucoup d'efforts, mais il faut reconnaître que la Tanzanie, c'est le même parti qui est au pouvoir depuis, le Chama Chama Pindundi. On se dit que quand même, il y a des efforts qui ont été faits. Vous savez, on est passé, c'est vrai que c'est une histoire familiale, mais il y a eu quand même une alternance. Nous avons eu Jomo Kenyatta, nous avons ensuite eu Daniel Arap Moi, même s'il y a eu 24 ans de règne, Mwai Kibaki, ou Kenyatta, aujourd'hui le 5e président du Kenya. Donc, de ce simple fait, le fait qu'il y ait eu plusieurs visages, plusieurs acteurs qui aient occupé State House, c'est déjà un gage assez suffisant dans un contexte qui est quand même... je veux dire, parasité, le mot un peu fort peut-être, par des acteurs qui s'expriment par une sorte de longévité au pouvoir. Et puis le Kenya, c'est une économie essentiellement extravertie, c'est le tourisme, c'est vraiment le vaisseau amiral, la perle, on va dire, de l'océan Indien, de cette partie de l'Afrique-là. C'est donc la comparaison avec les pays limitrophes qui lui permet d'avoir ce statut, bon. mais qui est mitigé quand même. Oui, quand même, la porte d'entrée de l'Occident, sinon, bon, il y a l'Éthiopie aussi qui est assez bon élève quand même. Oh, l'Éthiopie. Non, c'est des années, c'est des derniers temps. Récemment. Bon, c'est trop récent, certainement. Et aussi, ils ont eu une crise qui perdue depuis combien d'années dans le Tigré. Donc, parmi tous ces mauvais élèves en griffe, le Kenya essaie quand même de porter un peu plus haut le flambeau de la démocratie. Alors, selon William Ruto, au Kenya, qui compte officiellement 46 ethnies, où l'appartenance
communautaire, vous l'avez dit, est traditionnellement importante sur l'échiquier politique. Il nous affirme qu'il n'y aura pas de place pour l'exclusion, puisqu'il prépare déjà son futur gouvernement. Il parle aussi de transparence. Quels sont les défis pour le futur président? Alors moi, la première question que je me suis posée, je serai un peu hors sujet, la première question que je me suis posée, c'est le sort de Uhuru Kenyatta. Alors, quel sort pour Uhuru Kenyatta, qui est un président qui est très jeune, qui est fils d'eux, comme vous voulez, comme on le sait. Et les défis, oui, ils sont les défis qui incombent justement aux candidats des pauvres, aux candidats des défavorisés, aux candidats de Kibera, qui est un des plus grands bidonvilles d'Afrique, même pas d'Afrique, d'Afrique complètement. Et donc, ce sont des défis économiques. Il y a le défi de la dette, le port de Mombasa qui a été pris par les Chinois, entre guillemets, etc. Ce sont des défis essentiellement économiques et sociaux sur lesquels on attend un candidat qui a, vous l'avez vu, fait exploser toutes les barrières ethniques, tous les agrégats ethniques qui pouvaient, on va dire, orienter le scrutin. Bien entendu, derrière ça, on se pose la question Uhuru Kenyatta, mais comme vous l'avez dit... Oui, on va venir sur Uhuru Kenyatta, bien évidemment, dans l'émission. Donc c'est ça, c'est essentiellement des défis d'ordre économique? Oui, comme les candidats qui essaient de faire bouger les lignes, qui essaient de déplacer les bornes, c'est le candidat des défavorisés, c'est ça. Vous avez une grande masse de personnes défavorisées qui ont cru en vous, qui vous ont voté, qui vous ont porté au palais, qui attendent de voir leurs conditions de vie et leur qualité de vie s'améliorer. Or, un mandat présidentiel, ce n'est pas suffisant pour faire bouger les grandes lignes. Quand on connaît les réalités macroéconomiques du Kenya, la dette dont il parlait, de différents engagements avec la communauté internationale, est-ce qu'il aura les moyens vraiment pour impacter l'économie de sorte à améliorer la qualité de vie de ces quartiers pauvres-là? C'est la grande question. Et dans un contexte international complexe sur ces questions-là. Ces questions, voilà. Ouais. Donc, c'est le grand défi. Et ça pourrait jouer... Bon, on ne va pas jouer aux enjeux de mauvais augure, mais ça pourrait jouer quand même sur la future élection au Kenya. Alors, comme le camp Indwenga, le camp Ruto, lui, affirme avoir remporté la majorité des sièges au Parlement, parce que les élections ont été couplées, n'oublions pas. Les résultats donnent pour l'instant les deux coalitions coude à coude, mais le vote a été repoussé dans 4 circonscriptions. Là aussi, on pense qu'il y aura un contentieux électoral sur ces autres élections locales. En l'espèce, le Parlement, la majorité parlementaire permet à celui qui a gagné les élections d'avoir, on va dire, les coudées franches et les mains libres pour pouvoir gouverner. Quand vous avez des acteurs qui, a priori, ou du moins, sont quasiment tous des transhumants, et Ruto est le premier en la matière, puisqu'il a été avec ses deux adversaires du jour, enfin, avec Kenyatta d'une part, ou du moins avec... il était vice-président. Avec Odinga, déjà dans sa coalition Orange, et ensuite avec Kenyatta, dont il était vice-président, il vous faut quand même avoir une sorte de majorité assez intéressante, confortable pour pouvoir gouverner. Donc oui, en l'espèce, le scrutin concernant la législative est très important et on suit ça avec vraiment... on suit ça de près pour voir un peu quelle majorité se dégagera pour laisser les coudées franches ou bien une cohabitation qui sera imposée au candidat Ruto si c'est lui qui est reconnu par le juge constitutionnel comme vainqueur. On peut l'envisager, ça, la cohabitation? Oui, il n'aura pas le choix s'il ne sortait pas majoritaire à l'Assemblée nationale, il n'aura qu'à cohabiter. Et bon, comme le Kenya, c'est une histoire où tout le monde se connaît, même si Ruto sort un peu de milieu défavorisé, mais comme il a eu à collaborer avec les deux autres, ses adversaires du jour, on espère que l'intérêt supérieur du Kenya va être la priorité des uns et des autres et que pourront s'attendre pour cohabiter, pour faire face aux défis majeurs du Kenya. Alors, le départ d'Uhuru Kenyatta, justement, c'est peut-être l'autre enseignement de cette élection, puisque le prince, comme on l'appelle, de la politique kenyane est indissociable de sa famille, et qui est la plus riche du pays, la seule qui lui ait donné 2 présidents. Déjà, quel est son bilan ? Alors, son bilan, c'est un bilan économique assez mitigé. Quand on regarde un peu la faiblesse des prouesses économiques qui, certes, ont été gravement impactées par la Covid, etc. Puisque, comme je l'ai dit, c'est une économie qui est extravertie, même si on sait que c'est quand même une puissance agricole, un grand producteur de thé, de café, de fleurs, etc. Son bilan est quand même, somme toute, assez mitigé eu égard à l'ampleur de la dette. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, avec cette image-là du port de Mombasa qui est contrôlé aujourd'hui par les Chinois, on se pose la question sur ce bilan. Uhuru Kenyatta
fait partie des hommes les plus riches du Kenya. Son père a été le père fondateur du Kenya. Il est toujours jeune, il a la force de l'âge, une retraite assez précoce que d'aucuns fuiraient sous d'autres tropiques. Aujourd'hui, on se demande quel est son destin. Il a parié sur l'acteur avec qui il aurait eu le moins de problèmes, pour lequel il y aurait eu le moins de leviers, de mesures de rétorsion vis-à-vis de sa retraite, entre guillemets, aujourd'hui. En tout cas, sauf, on va dire, tout en attendant la décision définitive de la Cour suprême, on attend de voir si c'est William Ruto. Je pense qu'il aura une retraite assez difficile, bien entendu. C'est-à-dire quoi? Ils vont nous sortir des anciens dossiers comme ils aiment. Ce n'est pas à exclure, c'est une constante malheureuse en Afrique. Hein. On a la revanche. On a la revanche, même les revanches, même les dauphins prennent leur revanche sur leurs anciens maîtres. Vous avez vu un peu le schéma de ce que j'appelle le syndrome Dos Santos-Lourenço. Lourenço, qui était le pur produit de Dos Santos et qui aujourd'hui se retourne contre la famille. Voilà, se retourne contre la famille, contre son ancien maître, l'oblige même à mourir dans des conditions quasiment indignes. A fortiori, être son adversaire du jour, alors ça serait un peu compliqué. Vous avez aussi le schéma de Kabila, même si on n'en entend plus trop parler, mais on avoue que c'est quelque chose pour laquelle les Africains ne sont pas trop familiers. Mais bon, on parie peut-être sur le scénario catastrophe, les choses peuvent très bien se passer. Et comme je l'ai dit antérieurement, la politique Kenya étant un jeu de transhumants, il n'est pas à exclure que demain, Kenyatta soit encore l'allié. Se rallie. Dis donc, quel spectacle. Son bilan déjà, quel bilan faites-vous? Bon, le bilan est quand même pas négatif. Non. Voilà, donc c'est déjà à encourager parce que dans la grisaille économique mondiale, aujourd'hui, s'en sortir dans un pays qui vit à grande majorité du tourisme, comme il l'a dit, dans un contexte de Covid, c'est pas gagné d'avance. Voilà, donc déjà réussir à maintenir le Kenya à ce niveau-là, c'était une prouesse. Ceci dit, je pense que Ruto gagnerait, je pense, à ne pas trop fouiller dans certains dossiers. Il était quand même vice-président. Voilà, donc ça l'implique directement, plus ou moins. Ouais. À force de fouiller, il pourrait trouver des choses qui pourraient l'impliquer lui-même. Donc il gagnerait peut-être, comme il a dit, ses discours, bon, c'est un discours d'un homme politique, donc on attend de voir. Pas forcément écarter le passé, mais à mettre un peu plus l'accent sur l'avenir, le futur du Kenya. Et puis, je pense que Uhuru quand même peut se regarder dans un miroir. Si on tient compte de cette réalité, il est resté loyal à l'esprit communautaire. Il n'aura pas trahi la communauté. Ça aussi, en Afrique, quand même, sont des valeurs qui comptent. C'est vrai, il a perdu, mais il n'a pas tendu la main à ceux à qui il ne devrait pas tendre la main dans ce contexte-là. Il a essayé de soutenir la aristocratie. Attendons un peu. Oui, il a essayé de soutenir quand même la dynastie kenyane. C'est ce qu'il a fait. Mais c'est quand même deux ethnies, deux blocs antagonistes. Hein. Les Luo ont toujours été opposés comment dirais-je, aux populations du plateau central de Nairobi. Oui. Donc, moi, de vous à moi, je pariais vraiment, en activant un peu les variables ethniques, je pariais sur une victoire confortable d'Odinga. Et aujourd'hui, la victoire de Ruto vous surprend? Tout à fait. Je n'avais pas pris en compte justement les vraies aspirations de celui qui représente les classes défavorisées et faire en sorte que justement toutes ces variables ethniques-là soient épuisées devant la réalité qui est celle d'un contexte où les populations ont soif d'un redressement social, etc. Donc c'est ça, la victoire de Ruto vraiment... C'est une surprise. Ouais, ça me surprend quand même aussi, au regard de ceux qui étaient en face, de la coalition qu'il avait en face. Ceci dit, comme je le disais, Uhuru a tenté... Les riches ont eu des intérêts en commun. C'est vrai qu'il y a eu des crises entre les deux communautés, etc. Mais quand on remplace A, c'est pour le remplacer par un cousin lointain, B, etc., etc. Alors j'espère que Ruto aussi va commettre l'erreur de vouloir remplacer toute la classe économique kenyane. Il n'aura pas le temps et il va s'attirer trop d'adversaires, ça pourrait... Oui, alors qu'il a besoin... C'est intéressant ce que vous dites. Après les propos qu'il a tenus, encore une fois, je mets beaucoup de guillemets, je ne dis pas qu'il était populiste, c'est ce qu'on lui dit, mais est-ce que, justement, la population n'attend pas ça de sa part? Qu'il fasse ce nettoyage un mandat, il a besoin économique. De deux mandats s'il veut faire bouger les lignes. S'il s'attaque tout de suite aux riches, aux puissantes familles du Kenya, je crains qu'il ne puisse pas faire autre chose que ça. Ouais. Moi, je pense que, à contrario aussi, justement, briser tous ces monopoles qui appartiennent à ces grandes familles-là, ce serait justement effectuer une sorte de redistribution aussi des richesses. Il n'a pas le choix, alors. Et puis, on a besoin aussi d'opérations. Malheureusement, on est conditionné par ça. Le candidat des pauvres, on attend de lui qu'il soit un Robin des Bois, justement, qui vole les riches pour mieux redistribuer aux pauvres. Parce que les gens n'ont pas élu sur des schèmes ethniques, des schémas, somme toute, assez faciles de se dire...
Kikuyu plus Luo égale victoire éternelle, etc., puisqu'il est d'une ethnie, même d'un grand groupe ethnique qui est totalement minoritaire. On attend de lui justement des prouesses économiques et sociales, et bien entendu, il va se retourner vers ceux qui sont responsables du dysfonctionnement économique, et on ne peut pas parler d'économie sans parler de la famille Kenyatta. Et Odinga, visiblement. Mais lui-même qui maintenant fait partie des plus grandes fortunes du Kenya. Oui. Donc, il prête plus à son propre piège. Oui, il gagnerait quand même à maintenir un certain ordre économique. À vouloir tout bouleverser, on n'est pas sûr des résultats à court terme. Mais vous le dites l'un et l'autre, ça sera le mot de la fin, qu'on va peut-être échapper à des conflits ethniques cette fois-ci. Oui, on peut l'espérer. Croisez doigts. Comme l'a dit Sylvain tout à l'heure, il y a déjà le fouet ou le bâton de la CPI qui a déjà sifflé sur le dos des Kenyans, de ces deux plus grands acteurs, le président et le vice-président en l'espèce. Il y a toute la communauté internationale qui surveille ces élections comme du lait sur le feu. Il y a aussi l'âge du capitaine, l'âge du vieux qu'on appelle Baba, Odinga, qu'on appelle Baba, qui peut-être n'a plus l'énergie, c'est peut-être le temps de passer le flambeau, il n'a plus cette gouaille, cette verve qu'il avait dans les années 90, 2000 et 2010, etc. Donc il y a tous ces éléments-là qui concourent justement à ce qu'on ait un scrutin peut-être apaisé, un déroulement apaisé dans tous les cas, mais il y a aussi la décision du juge constitutionnel, et le juge constitutionnel, la Cour suprême kenyane, a déjà montré qu'elle savait prendre ses responsabilités. Donc, à suivre, on ne sait jamais. Affaire à suivre. Ils l'ont déjà fait, c'était une première, Oui. Ils sont capables de le renouveler. C'est peut-être l'occasion aussi pour Uhuru présentement d'envoyer les amis qu'il a en commun avec William, de soit à préparer tranquillement sa retraite. Écoute, pour la crise post-électorale, ne compte pas sur moi. Tu as gagné, tu es le président de Kenya. Je te félicite. Et puis bon, passons au futur. Allez, on croise les doigts pour les Kenyans. Monsieur, c'est déjà la fin de cette émission. Merci pour tous vos éléments, pas de langage, de réponse plutôt. On va se quitter sur cette citation. Chacun en pense ce qu'il veut. En Afrique, on organise des élections quand on est sûr de les remporter, dit Souleymane Diallo. Voilà, c'est la fin de cet échange. Je vous remercie de votre fidélité et à bientôt sur RTI 1.